Bonjour et bienvenue à Code régional, l'émission qui vous propose des reportages sur les enjeux socio-économiques des régions du Québec. Aujourd'hui, on en connaît plus sur le conflit israélo-palestinien que sur ce qui se passe à deux pas de chez soi, dans son propre quartier. Mais c'est en train de changer. La révolution de l'information se fait maintenant localement. Les groupes médiatiques du Québec gèrent maintenant la majorité de l'information transmise par les canaux traditionnels et de plus en plus par les réseaux sociaux, ce qui pousse l'information locale à s'adapter. Elle devient de plus en plus locale, elle devient hyperlocale. Au Québec, l'arrivée des médias hyperlocaux est récente. Ces médias sont petits, mais très utiles pour les citoyens. Aujourd'hui, Code régional vous amène à Montréal, au cœur d'un média hyperlocal engagé qui s'assume. Il n'y a personne qui est objectif. C'est un idéal, c'est pas quelque chose de réaliste. On revient ensuite au Bas-Saint-Laurent avec le Mouton Noir, un journal plus mordant que le loup. Parce qu'il y avait maintenant quelqu'un de collectif, un journal qui était en mesure de leur répondre et de leur répondre avec des arguments. On termine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où une télé locale laisse toute la place aux téléspectateurs. Il y a une émission qui n'existait pas, que j'avais conçue pour la TV et pour le club qui appartient de Beauce. Avant d'aller dans la métropole, on fait un arrêt à Québec, dans le quartier Limoilou, qui a toujours souffert d'une mauvaise réputation, mais plus maintenant. L'ancien quartier ouvrier se transforme en un lieu branché, l'endroit où il faut être à Québec. Derrière ce regain de popularité se cache un média hyperlocal, un site Internet qui, sans le vouloir, est devenu une véritable colonne vertébrale pour tout un secteur. L'idée remonte à 2008. J'avais envie de monter un portail pour faire la promotion du quartier, la promotion des commerçants, la promotion de la qualité de vie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes de perception sur le quartier Limoilou. Le traitement des médias traditionnels à Québec sur Limoilou, je trouvais, était souvent axé autour du fait divers, plus des choses plus négatives. J'avais envie de sortir le positif de Limoilou. J'ai pris ma sacoche, je suis allé rencontrer les commerçants, j'ai fait mon porte-à-porte, j'aurais parlé de mon projet. J'ai eu rapidement une quarantaine, une cinquantaine de commerçants derrière moi qui trouvaient l'idée intéressante de se réunir, d'unir nos forces pour parler de Limoilou. Quand on parle des médias hyperlocaux, dans le fond, au départ, c'est une image. Hein? C'est quelque chose qui désigne des opérations journalistiques, publicitaires, conjointes, sur une base très localisée. Les petits entrepreneurs, les individus indépendants qui essaient de trouver un territoire, dans le fond, de se reconstruire un univers journalistique et publicitaire en même temps, sur une base locale, alors ceux-là sont incités et puis ils trouvent un peu plus de crédit. Je pense que monlimoilou.com a eu un effet à accompagner le développement du quartier depuis 2008. C'est plus depuis 2010-2011 qu'on parle vraiment de médias hyperlocaux. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un portail web, dans notre cas, là, sur lequel on converge une foule d'informations pratiques sur un quartier, sur les commerces, sur les activités à faire. Tranquillement, pas vite, on s'est mis à écrire nos propres chroniques sur le quartier. Et puis, il y avait des gens qui se sont rapprochés de nous assez naturellement, donc des gens du quartier, des enseignants, des historiens. Oui, écoute, je pourrais te recevoir vers 2h. J'ai une rencontre avec les blogueurs de monlimoilou.com à midi. Ce type de journalisme-là, qu'on retrouve dans certaines expériences comme derrière Monlimoilou, on est plus sur j'appellerais ça un journalisme de service. On est vraiment dans la tradition des médias locaux appartenant à des entrepreneurs privés. C'est très, très lié à la vie collective et c'est presque du niveau, si on veut, des services de proximité.
L'idée aujourd'hui, c'est de un peu faire le tour des dossiers des prochains mois, de quoi on parle dans le quartier. C'est beaucoup de valoriser, montrer que le quartier, c'est un lieu intéressant pour fonder une famille, pour y grandir, bien sûr, puis faire taire aussi certains préjugés par rapport aux quartiers centraux. On s'entend, mettons, que les médias traditionnels, c'est beaucoup plus macro, les regards sur les quartiers, alors que quand tu es dans le quartier, bien, tu te rends compte que finalement, il y a plein de zones grises que les autres médias n'ont peut-être pas le temps d'aborder. Tu sais, si on fait une série sur les friperies, on peut en couvrir 3-4, mettons. C'est ça le fun. Quand même les mentionner toutes, à un moment donné, faire une liste. Chaque blogueur apporte sa touche personnelle, dans le fond, avec ses intérêts personnels. Donc, certains, on va plus être... certains vont écrire des chroniques sur la vie communautaire, d'autres, ça va être sur l'urbanisme, sur l'architecture du quartier, sur l'histoire. Moi, j'ai 3 jeunes enfants dans le cours d'école, les parents, j'ai lu ton dernier billet, c'est intéressant. Je pense pas tout à fait comme toi pour telle affaire, mais ça, je suis d'accord. Puis on devrait en parler à la conseillère, on devrait amener ça au conseil de quartier. Donc, des fois, ça fait boule de neige, des fois, on n'entend pas parler. Mais souvent, les gens se souviennent. Ah, j'ai vu tel article, c'est intéressant. Et puis, c'est pas juste de l'opinion. Monlimolou.com a servi à plusieurs reprises de catalyseur, de mobilisateur autour de certains sujets. J'habite sur la 2e rue dans le vieux Limoilou. Quand on a acheté ici, on est arrivé et tout le monde nous disait « Êtes-vous content? » Puis on se pouvait plus de notre quartier, on adorait notre maison. Mais ce qu'on disait à tout le monde, c'est la seule chose qu'on n'avait pas vu venir, c'est vraiment la quantité de poussière. Et c'est là qu'on a découvert que nos voisins, c'était le port de Québec et qu'il y a des millions de tonnes de matières brutes à l'air ouverte qui sont manutentionnées tous les jours. Je pensais que c'était juste sur mon balcon. Et en partant, ben là, Léo s'est mis à jouer sur sa poussette. Je me suis rendu compte que ses mains étaient rouges, il y en avait dans le visage, j'ai lavé les mains. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les roues de sa poussette, c'était mes souliers, c'était le trottoir, c'était le quartier au complet qui était rouge. Je suis revenue, j'ai dit là, ça suffit. Il fallait qu'on aille chercher des médias plus structurés qui avaient en tout cas une pénétration là, dans la population beaucoup plus grande si on voulait rapidement mobiliser l'ensemble des citoyens. Mais là, on parlait vraiment aux gens qui vivent à Limoilou, aux gens donc, qui étaient préoccupés par cette problématique-là. Et les gens qui vont sur monlimolou.com, c'est aussi des gens, je pense, qui ont un sentiment d'appartenance, qui aiment leur quartier. Tu vas pas sur monlimolou.com juste comme ça par hasard, tu y vas parce que tu t'intéresses à ton quartier, tu cherches une adresse de petit café. Donc, ça allait rejoindre aussi un public cible qui avait un fort sentiment d'appartenance pour son quartier. Puis c'est sûr que c'est les gens qui étaient plus faciles à mobiliser pour nous. Que monlimolou.com ait parlé d'initiative citoyenne, que l'initiative citoyenne ait fait des références avec les articles sur monlimolou.com, les gens sont allés voir là, écrivent un commentaire, ça relaie. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a une spirale qui s'installe. Je pense qu'on a fait notre part pour le développement du quartier. Je suis très fier d'avoir réussi, dans le fond, à avoir attiré d'autres personnes du quartier qui ont eu envie de se joindre à nous pour continuer à parler du quartier sous tous ses angles.